Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore en ce jour chez vous, Rencontre Échange. Nouveau numéro, nous allons plonger dans l'actualité politique de notre pays, de l'Afrique et du monde ces dernières 24 heures, ces derniers mois, ces derniers moments, pour réfléchir encore sur ces faits marquants de l'actualité. Et donc beaucoup de sujets à en parler au Togo bien sûr, mais aussi sur le continent africain et ailleurs dans le monde. Firmin Teko Agbo, il est journaliste, chroniqueur politique et mon invité. Bonjour Firmin. Bonjour Gérard Husson, merci de m'avoir invité. C'est cela. Plaisir partagé, c'est avec vous que nous allons faire tout d'horizon des questions brillantes de l'heure. Et nous sommes à la veille d'une rentrée scolaire. On va peut-être commencer par là, pour partir du social aller vers le politique. À la veille de la rentrée scolaire, lundi si tout va bien, eh bien les élèves du Togo vont reprendre le chemin de l'école. Nous sommes des parents, nous sommes des encadreurs, des enseignants. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un parent, par exemple, si je vous prends Firmin, à la veille d'une rentrée scolaire? Oui, moi je suis un peu surpris du fait qu'il y a une masse qui s'attendait à ce que la rentrée soit reportée. Il y a beaucoup qui se disaient que le 16 ne serait pas maintenu comme date de la rentrée. Vous avez cherché à savoir pourquoi il y a... Oui, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup qui ne seraient pas prêts. C'est ça. Surtout par rapport au social, par rapport à la cherté de la vie. Il y a des parents qui n'ont pas encore trouvé les moyens nécessaires dont ils ont besoin pour payer les fournitures de leurs enfants, pour payer les premières tranches des frais de scolarité. Ils souhaitaient en réalité que cette rentrée soit reportée. Ils avaient juste besoin d'un petit temps pour une semaine de plus, deux semaines de plus, c'est ça. pour pouvoir joindre les deux bouts, pour pouvoir satisfaire ces enfants-là. C'est là où je suis surpris là. Mais l'État reste strict sur le maintien de la date le 16, du moment où la rentrée pédagogique a eu lieu cette semaine. Moi je me dis c'est clos, cette affaire-là, c'est réglé. Donc, oui, c'est que par le passé, on a assisté à des reports dû à des problèmes de revendications syndicales, mais depuis un temps, bon, on n'en parle plus. Oui, et ça fait 2 ou 3 ans maintenant que la rentrée est maintenue à la date fixée. Oui, bien évidemment, je pense que c'est l'effet Kokoroko. Vous savez, c'est comme Kokoroko, le professeur Kokoroko, quand il est allé à la présidence de l'université de Lomé, donc il y avait assez de grève, mais il a réussi à stabiliser la situation et il s'est imposé. Les manifestations même étaient presque interdites sous son magistère lorsqu'il était président de l'université. Ici aussi, il y avait assez de grève, c'est-à-dire au niveau des enseignements primaires, secondaires, il y avait assez de grève, il y avait assez de brouhaha, il y avait assez de manifestations, surtout à la veille des rentrées. Mais lorsqu'il est arrivé, donc il s'est encore imposé, comme il a l'habitude de le faire, il s'est imposé, donc difficile tout d'abord, difficile de manifester, et aussi, du moment où on n'arrive pas à manifester, on n'a pas assez de raisons pour pouvoir reporter. On se dit, on ne veut plus d'instabilité courant l'année. Il faut tout faire, tout d'abord pour satisfaire les enseignants. Et la deuxième chose, maintenir la rentrée. Parce que quand on reporte la rentrée, ça veut dire que ça a un incident négatif sur tout le déroulé de l'année scolaire. J'ajoute que le calendrier scolaire est déjà, le calendrier de l'année est déjà sorti. Est déjà sorti, le découpage, oui, tout est déjà ficelé. Alors, si on avait encore reporté, donc ça va avoir des incidences très négatives. Ça va donner encore d'autres boulots. Et c'est pour cela que le professeur Kokoroko, il se dit, donc on maintient la date. Sur ce point, en fait, on peut le féliciter. Donc, c'est un bien, quoi, n'est-ce pas? Le fait d'avoir maintenu la date. Non, bon, c'est un bien pour lui. Oui, en tant que ministre de tutelle. En tant que ministre de tutelle, là, il n'y a pas de manifestation. Il y a une certaine stabilité. Rien ne justifie un éventuel report. Rien ne justifie un éventuel report, mais c'est du côté des parents, d'élèves, de ceux de la masse, bien sûr, qui ne seraient pas prêtes pour que les enfants puissent reprendre. Parce que, bon, quand on parle de la minorité n'a rien à voir ou n'a rien à foutre avec le 16 ou pas, ou une seule plus, parce qu'il y a le minimum. Mais ceux-là qui ne disposeraient pas de ce minimum-là auraient bien voulu. Mais tout compte fait, c'est l'État qui a décidé. Et nous sommes contraints, tout le monde est contraint, les élèves sont contraints de respecter cette date-là. Et donc, ce que nous pouvons dire, c'est que nous ne pouvons qu'implorer la grâce divine pour que tout se déroule normalement bien et que tout se déroule bien pour les enfants et pour les parents. Et bien pour tous les acteurs. C'est ça. Voilà, veille de la rentrée prévue pour lundi prochain, le 16 septembre, c'est bien.
maintenu. Alors, parlons de l'état même du système éducatif. Les efforts sont faits ou sont en train de se faire pour améliorer, n'est-ce pas, la qualité de cet enseignement qui est donné au Togo. Alors, pour vous, que reste-t-il à faire vraiment pour qu'on ait un enseignement de qualité? Vous savez, bien sûr, vous avez parlé des efforts qui sont en train d'être faits sur le plan éducatif. Bon, c'est des efforts. Même pour moi, c'est comme des commatages de brèche. C'est-à-dire, quand on voit un problème ici, c'est comme quand nous circulons sur la grande route, quand vous voyez un nid de poule, on essaie de commater. Oui. Et quand on voit un nid de poule, on essaie de commater. Donc, il n'y a pas au lieu de réparer toute la voie, il n'y a pas une politique globale qui intègre tous les problèmes du système éducatif. Ça fait déjà des années, bon, le professeur Koroko, il est allé à l'université, donc on a vu les réformes comment il a transformé l'université, les réformes qu'il a eu à faire. Ici aussi, il fait encore ce que j'appelle de révolution positive. Mais ça ne répond pas fondamentalement à la qualité de l'enseignement que nous devons avoir. Vous voyez, quand on voit un peu les Chinois, ce qu'ils sont, aujourd'hui, c'est le fruit du système éducatif. Si nous sommes à ce niveau, ça veut dire que nous sommes le fruit du système éducatif. Si nous avons moins d'euros, ça veut dire que c'est le fruit du système éducatif. Si nous avons moins de technologie, c'est le fruit du système éducatif. Si nous avons la pauvreté, c'est le fruit du système éducatif. Parce que c'est ce qu'on vous donne, ce qu'on nous transmet, et si nous arrivons à avoir ces valeurs-là, c'est ce que nous développons lorsque nous sommes à des postes de responsabilité. Toute l'Afrique a raté son système éducatif. Les Français sont là, c'est parce qu'il y a eu un fruit, parce qu'il y a eu des travaux, il y a des réformes qui sont faites. Regardez, la dernière réforme qu'on a eu à faire ici sur le plan éducatif, la grande réforme, la réforme la plus célèbre, c'est celle de 1975. Alors depuis, c'était le 20e siècle. Vous imaginez... Il semble que c'est une bonne réforme quand même. C'était une bonne réforme. Oui. Une bonne réforme quand vous lisez profondément, mais sauf que nous sommes au 21e siècle. C'était le 20e siècle, aux périodes de la guerre froide. Vous imaginez, il y avait toujours le mur de Berlin. Oui. Donc après, il y a eu la démocratie, et il y a eu assez d'évolution, il y a beaucoup de choses. Avant, le monde était unipolaire, aujourd'hui c'est multipolaire, donc il y a beaucoup de choses qui sont entrées en jeu. Ça veut dire, ces réformes-là ne répondent pas fondamentalement aux réalités du 21e siècle. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout reprendre. Il faut faire des efforts, un effort, tout d'abord pour les états généraux de l'éducation, et après passer... On en a parlé depuis la conférence nationale, ça fait plus de 30 ans maintenant. Plus de 30 ans, pourquoi on n'arrive pas à avoir les états généraux? Et la deuxième chose, après, à l'issue de ces états généraux, qu'on arrive à avoir ce que j'appelle la grande réforme, peut-être du 21e siècle, du système éducatif togolais. Et là, ça va embrasser tous les domaines. Parce que ce que nous sommes en train de voir, demain, bien sûr, on va en parler peut-être tout à l'heure, l'utilisation de portables, c'est parce que quand les gens dénoncent, peut-être il y a TikTok, il y a des images obscènes que les élèves s'envoient, on dit oui, on prend une mesure par rapport à ça. Oui, quand on dit les élèves fument de la drogue, on dit on prend une mesure par rapport à ça. On ne peut pas évoluer comme ça. Ça ne peut pas. Il faut se dire, on a une vision. On voudrait que d'ici 30 ans, le Togo soit à ce niveau-là. Et on met en place toutes les structures. Tout d'abord, sur papier, on se dit sur le système, au niveau du système éducatif, voilà ce que nous devons mettre en place. Voilà la qualité de l'enseignement. Voilà les offres de formation. Et quand on parle d'offres de formation, il y a les conséquences, c'est-à-dire le débouché. Oui. Que veut dire, on vous inculque ces valeurs-là, et voilà que vous pourrez les développer. Et jusqu'à ce que vous le terminiez, alors on met en place ces structures-là. Donc, c'est comme ça doit partir. Avec ce que nous sommes en train de faire, c'est des efforts, bien sûr. On peut peut-être applaudir timidement, mais ça ne nous permettra pas de nous développer. Si la Chine est à ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce qu'arrivé à un moment donné, ils se sont dit, on n'a rien pour se développer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ceux qui sont performants sur le plan éducatif, ce sont les Occidentaux, les Européens. On envoie nos enfants dans ces pays occidentaux. Vous faites 3 ans, vous faites 4 ans, vous faites peut-être 10 ans, vous revenez, ce que vous avez appris là, on va les mettre en pratique. Et là, c'est là on crée des laboratoires, c'est là on crée des usines. Et maintenant que les usines, les enfants ne vont plus trop là-bas. Maintenant, il y a assez d'enfants qui restent, qui étudient sur le territoire. Et ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse. Et ça évolue. Et aujourd'hui, la Chine est en train de conquérir le monde. Et c'est elle-même qui est le premier bénéficiaire. Donc, si on veut avoir un Togo de demain, le professeur Kokoroko parle de l'école de la République, si on veut avoir un Togo performant, un Togo qui se construit sur la base d'une vision, moi je pense qu'il faut refondre
refondre tout le système éducatif et reprendre à zéro. Tout à fait. Alors, vous avez dit tout à l'heure, hein, on a remarqué les résultats de l'année passée qui étaient vraiment en deçà des attentes par rapport à ce qu'on a pu obtenir ces dernières décennies. Et le facteur qui a été souligné comme l'un des éléments, n'est-ce pas, ayant expliqué ce résultat en deçà des attentes, c'est l'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire. Et une décision a été prise par rapport à ça. Alors, vous pensez que ce soit la solution? Non, même quand on parle du droit d'utilisation du téléphone scolaire, donc à tous les niveaux, donc c'est parce que les étudiants, les élèves utilisent le téléphone portable qu'on a ces résultats. Alors moi je pense que ce n'est pas ça fondamentalement. Peut-être les parents ont échoué parce que la responsabilité incombe à tous les acteurs. Au niveau de l'État. Puisqu'il n'y a pas le milieu scolaire à la maison aussi. Hein. Il y a la maison, oui. Il y a l'État, il y a l'État, il y a les enseignants, dont les enseignants ne sont pas arrivés à contrôler l'utilisation du portable en classe. Tu pas leur rôle? C'est aussi leur rôle. C'est ça. C'est aussi leur rôle. Quand vous faites cours, vous dispensez votre cours et que vous remarquez que les enfants utilisent le téléphone portable, vous le saisissez pour un temps et après vous pourrez gérer. Et oui, soit dans votre classe, quand vous voyez un enfant qui sort de la classe pour dire, soit disant je vais répondre à un appel, mais vous le saisissez. Vous imposez, vous dites à mon cours, il n'y a pas d'utilisation de téléphone portable. Alors si aujourd'hui on prend du téléphone portable, ça veut dire que l'enseignant à ce niveau a échoué. Sauf qu'il n'a pas cette autorité-là de contraindre cet enfant. Non, est-ce que... non, écoutez, c'est vous qui dispensez, c'est vous qui êtes maître. De votre cours, oui. De votre cours. C'est vous qui avez la police de la situation. Donc si vous n'arrivez pas à contrôler l'enfant qui utilise son téléphone portable, mais ça veut dire il y a problème. Puis on a eu des enfants, des altercations entre élèves et enseignants, hein, à propos du téléphone portable. Oui, en réalité, ça veut dire que les enseignants ne sont pas arrivés à s'imposer. Parce que moi, par exemple, je ne peux pas être peut-être un répétiteur pour un enfant, un répétiteur d'enfant à la maison. Et puis moi, je parle à cet enfant, je lui dispense ce que j'ai à lui dispenser. Et il sort le téléphone comme il veut, il dit, monsieur, j'arrive, je vais recevoir un appel. Moi, je viens, je m'impose. C'est le résultat qu'on veut. Si à la fin on dit que le résultat n'est pas bon parce que vous avez laissé trop de l'argent à l'enfant, ça veut dire que vous avez manqué à votre responsabilité. La deuxième chose, au niveau des parents, mais ça veut dire qu'en réalité, les parents aussi ont échoué. Et ont échoué sur toute la ligne. Quand votre enfant revient à l'école, mais c'est un enfant peut-être qui est au secondaire, au primaire, vous devez le suivre. Pourquoi vous n'avez pas de bons résultats? Vous peut-être, moi, quand on était jeune, quand on était encore enfant, c'est-à-dire, vous avez fait une interrogation à l'école, on vous demande la copie. C'est ça. Mais montez, pourquoi tu as eu 15? Pourquoi tu as eu 12? Pourquoi tu as eu 9? Tu dois te justifier. Si les parents n'arrivent pas à faire ça, c'est aussi de leur responsabilité. Donc, il y a assez de problèmes. Chacun manquait. Ce n'est pas seulement histoire de téléphone portable. C'est parce que nous n'avons pas, nous tous, peut-être parents, nous n'avons pas été sérieux à notre niveau. Ce n'est pas l'utilisation de portable. Parce que sinon, regardez, on va peut-être on ne parle pas d'interdiction, peut-être on va contrôler un peu l'utilisation. On va restreindre. On va dire si peut-être vous sortez avant l'heure indiquée pour appeler les parents, ou s'il y a une urgence, on peut se servir de votre téléphone portable pour appeler vos parents. Oui, mais je suis sûr et certain, si on ne revoit pas la situation de façon globale, on aura encore peut-être des résultats encore médiocres. C'est cette nouvelle année. C'est cela. On termine là-dessus. Hein. Donc, on va souhaiter bonne rentrée à nos apprenants. Oui, et bon courage aux encadreurs et à tous les acteurs du système éducatif. Oui, à tous les acteurs, à tous les acteurs, à tous les enfants. Les enfants, c'est les enfants. Il ne faut pas oublier ça. Donc, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. Les enfants, on s'impose aux enfants. C'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait assez de la... Ce que les gens disent, on dit oui, il n'y a plus de bâton, tout ça. Nous ne sommes pas en Occident. Ah oui, c'est très important. C'est très important. L'interdiction du bâton en milieu scolaire. Oui, non, moi, je suis contre ça, en fait. On nous a battu. L'utilisation, c'est-à-dire le fait qu'on ne l'utilise pas. C'est ça. Moi, j'aurais souhaité qu'on bastonne un peu. Il y a le droit de l'enfant. Hein. Non, mais il faut oublier cela. Ça dépend des cultures, en fait. Nous avons nos valeurs culturelles. Nous sommes nés en Afrique, vous imaginez? Nous avons une certaine éducation. Valeur de bâton? Oui. Valeur de bâton, parce que nous, on nous a bastonné. À 6 h du matin, il y a une dictée. Vous faites 3 fautes, mais on vous bastonne. Conjugaison, le verbe résoudre, à l'imparfait. Ah oui. Mais c'est-à-dire juste arriver au CM2, vous avez tout là de conjugaison dans votre tête. Vendredi, dictée. Vous imaginez? Donc ça nous a formés. Donc on ne fait plus ça. Il y a un élève qui arrive en 6e, il ne sait même pas écrire son nom.
L'élève arrive en 4e, il n'avait pas écrit son nom. C'est des réalités, oui. C'est des réalités. Donc moi je me dis, il faut faire revenir le bateau. Le bateau, ça fait toujours peur. Ça fait toujours peur. Même si à cause du bateau, il y a certains qui ont abandonné le corps. Oui, ils ont déserté. L'usage abusif. L'usage abusif, il ne faut pas exagérer. Mais maintenant, on nous a fait plus à dire, on vous soumet à des punitions, pas possible. Il ne faut pas exagérer. Mais il faut bastonner l'enfant avec de l'amour. Il faut que l'enfant comprenne que ce que vous êtes en train de lui infliger, c'est parce que vous l'aimez. Il faut que l'enfant se sente aimé. Il faut qu'il se sente aimé. Donc moi, je souhaiterais qu'on fasse revenir le bâton avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Sinon, si on veut dire, parce qu'il y a les droits de l'enfant, tout ça là, mais il n'y a pas de bâton en Occident. Mais le palliatif, c'est quoi? Ils ont d'autres valeurs pour pouvoir contraindre les enfants à bien travailler. Maintenant, et nous, on ne bastonne pas. Quelle est l'alternative? On n'a pas l'alternative. On n'a pas d'alternative. Donc, quand vous soustrayez le bâton du système éducatif, ça veut dire vous laissez un grand vide. Et c'est ce que la conséquence, c'est que nous sommes en train de voir. Les enfants n'ont plus peur de rien. Ils ne respectent pas les enseignants. Un enfant peut se lever, bastonner et gifler un enseignant. Ce qui était rare. Quand on était encore plus jeune. Donc, moi, je souhaite... Les enfants, je ne leur reproche pas grand chose, parce que ils sont toujours enfants à moins de 18 ans. Il faut les comprendre, il faut s'imposer aux enfants. Donc, bonne chance à nos soeurs, à nos petites soeurs, à nos petits frères, à nos enfants. Et bonne chance aussi à l'État. Que l'État pense à revoir tout le système éducatif, à organiser les états généraux pour aboutir... à la grande réforme que j'appelle les réformes du 21e siècle du système éducatif togolais. Très bien. Rencontre échange nouveau numéro, Firmin Agbo, un bon invité. Il est journaliste, chroniqueur politique. C'est avec lui que nous faisons le tour d'horizon des questions d'actualité. Tout à l'heure, c'était une question sur la rentrée prochaine, le 16 septembre, lundi prochain. Donc, et sans transition, on va à l'actualité politique. Hein, oui, pas de problème. Voilà. En commençant d'abord par la reconduction du Premier ministre, Mme Dogbe, pour gérer la transition et la composition du gouvernement. Et quelles impressions vous en faites? On a mis du temps pour faire ce gouvernement. Hein? Non, il faut reconnaître que le régime parlementaire a donné du boulot à tout le monde, à tous les acteurs, même au président de la République. On s'est perdu un peu. De nature, c'est toujours comme ça ou bien? Non, c'est que notre changement, le fait qu'on ait choisi, surtout à la veille d'une élection, d'aller à un autre régime, ça a bouleversé. Et ça a bouleversé même ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire, arrivé à un moment donné, on s'est dit, on ne sait plus, on n'a plus su quelle communication adapter à la réalité. Certains se demandent dans quelle république on est finalement. Oui, aujourd'hui, il y a de petits éclaircies. On sait qu'on est en train de quitter la 4e République vers la 5e République. Vous imaginez. Dans un délai de transition. On est en pleine transition constitutionnelle. Donc, vous imaginez quand on lendemain des législatives, vous savez, vous avez suivi Gilbert Bahara, le ministre Gilbert Bahara, qui a dit qu'en réalité, donc, il n'y a plus à former un quelconque nouveau gouvernement, que le président du Conseil, c'est le président de la République. C'est lui qui avait dit ça à l'époque. Maintenant, après, on a été obligé, parce qu'on s'est rendu compte que si on applique tout de suite le régime parlementaire, on va faire faux. Parce qu'on n'a pas encore mis en place toutes les institutions. C'est ça. On n'a pas tout d'abord parce qu'il faut mettre, quand on dit on est dans le régime parlementaire, ça veut dire déjà on doit avoir un nouveau président de la République. On doit avoir un nouveau président de la République, ça veut dire on doit mettre en place le Sénat. En réalité, avec le régime parlementaire ou avec la Constitution de la 5e République, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui se mettent en place, qui se réunissent en congrès pour élire le président de la République. Ce n'est plus au suffrage universel direct comme ce fut le cas sous la 4e République. Maintenant, il faut mettre en place la présidence du Conseil. Est-ce qu'on a déjà des locaux, tout d'abord? Ça, c'est un raison banal. Est-ce qu'on a des locaux, des infrastructures pour la présidence de la République nouvelle, la présidence de la République de la 5e République et la présidence du Conseil? Est-ce que c'est la présidence du Conseil des ministres? Est-ce que c'est l'actuel primature qui va servir de présidence du Conseil? Alors que le président du Conseil, en réalité, a assez de pouvoir que l'actuel primature ne pourrait contenir. Vous imaginez, il a assez de pouvoir. Donc, on n'a pas encore le Sénat, on n'a pas encore, sur le plan de la justice, on n'a pas encore la Cour de cassation, on n'a pas encore le Conseil d'État. Au niveau de la HAC, on n'a pas encore la nouvelle HAC, parce que c'est du numérique. On n'a pas encore le protecteur du citoyen. Il y a assez d'institutions à mettre en place. On parle des gouverneurs. Regardez, c'est tout récemment que le gouvernorat a été mis en place. Est-ce qu'on a déjà des locaux dans des régions, par exemple, pour les habiter. Est-ce qu'on a déjà des locaux? Donc il faut des structures d'accueil. Il faut des structures d'accueil, tout d'abord. Maintenant, il faut des agents de l'État qui vont travailler dans ces gouvernements-là.
Est-ce qu'on a tous ces éléments? On n'est pas encore prêt. Maintenant, quand on parle d'argent... Le tout doit se faire dans un an, hein, c'est ça? Le tout doit se faire dans un an. C'est pour cela qu'en réalité, vous savez que nous avons un centre de recherche de géopolitique internationale. Oui. Ce que nous faisons, nous voudrions accompagner un peu l'État au niveau du centre. Et nous avons déjà commencé par sortir des articles qui entrent dans le cadre de la mise en place des institutions de la 5e République. Nous avons déjà sorti 2-3 articles. À l'avenir, ce que nous voudrions faire, c'est que nous allons mettre en place, par visuel, toutes les institutions à mettre en place. Et le délai. Il nous reste maintenant 8 mois. Moins de 8 mois, parce que c'était... Oui, le 5 septembre, c'était... Après le 5 septembre, il nous restait 8 mois. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans 8 mois. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en septembre. Septembre, mai, c'est combien? C'est moins de 8 mois. Moins de 8 mois. Est-ce qu'on a, tout d'abord, est-ce qu'on a assez de temps, le temps suffisant? Est-ce qu'on a assez de ressources humaines? Parce que quand on parle de... Exemple plus tout simple. Quand on parle de présidence du conseil, avec ses pouvoirs si lourds, est-ce qu'on a des ressources humaines à ce niveau-là? Nous avons déjà les gouverneurs qui sont nommés. Est-ce qu'on a des ressources humaines à ce niveau-là? Le protecteur du citoyen, qui allons nous désigner? C'est la première chose. Quand on parle du Sénat même, mais le Sénat, ce sont les conseillers régionaux municipaux qui vont élire 2 tiers et le président de la République va se charger de faire quoi? De nommer 1 tiers. Est-ce qu'on a assez de ressources humaines par rapport à ça? Est-ce qu'on a assez de candidats? On parle de président de la République, tout simple, on dit c'est le groupe parlementaire qui va-t-on choisir pour être président de la République? Donc il y a tout un travail et aussi, est-ce qu'on a le budget est assez conséquent? On a du travail. Mais moins de délai. Moi, je souhaite beaucoup de courage à ceux qui gouvernent parce que le travail est lourd. La tâche qui attend le Togo est véritablement lourde. Mais nous souhaitons qu'on ait du succès, que la République puisse réussir. L'entrée dans une nouvelle République, ce n'est rien de mauvais. C'est que le pays est dynamique. La Constitution, le président de la République même l'a dit, le pays est dynamique. La révision, ça témoigne d'une certaine vivacité de la démocratie. Ça veut dire que nous ne regardons pas les choses de la même manière. Il y a un groupe qui se dit, bon, aujourd'hui, on a assez expérimenté la 4e République, il faut aller à une nouvelle République, ce qui est un droit constitutionnel. Alors on peut aller à une nouvelle République. Mais si on veut faire avancer un pays, on n'a pas besoin de constitution. Le seul avantage, selon moi, le seul avantage que nous avons tiré le premier avantage qu'on peut tirer de cette révision constitutionnelle, de cette nouvelle constitution, ça veut dire en 2025, on ne va plus dépenser des milliards pour une quelconque élection présidentielle. Et cela nous évite aussi des crises, des contestations inutiles qu'on pourrait avoir peut-être dans cette dynamique. Si le président de la République togolaise se positionne encore comme candidat en 2025, candidat à la présidentielle, il va remplir, il va gagner tout de suite. Donc, et là, on aura encore des contestations pour dire que non, oui, il y a fraude tout ça. Mais au moins, ça nous évite 2 choses. Sur le plan économique et sur le plan politique, en termes de stabilité. Ça nous stabilise. Même si c'était le reproche. Bien sûr, quand on fait une constitution, on l'a fait tout d'abord, quand on a un pouvoir, on l'a fait tout d'abord pour soi. Hein. Pour soi. C'est pour soi. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Par exemple, si on lui propose la modification de la Constitution ou le fait d'aller à une nouvelle Constitution, et il trouve que cela va déranger son pouvoir, il ne le fera jamais. Mais s'il trouve qu'en réalité, ça va lui permettre de rester au pouvoir, d'avoir un pouvoir stable, il le fait. Ça, c'est la meilleure des choses. Et c'est cette définition des sciences politiques que je cite depuis un moment sur les médias. On dit en sciences politiques, on dit un parti politique, il a pour vocation de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Maintenant, la définition a évolué. On dit conquérir, exercer et conserver le pouvoir. Ça veut dire les choses, ça évolue. Donc, celui qui fait élaborer une nouvelle constitution, c'est tout d'abord pour lui. Nous sommes en politique, ce n'est pas un jeu. Il fait ça pour lui, pour ses intérêts. Après, il voit l'intérêt du peuple, de ceux-là qui le gouvernent. C'est ça. Bien, merci. Et alors, la nouveauté, en tout cas la surprise générale dans la formation de ce nouveau gouvernement, c'est l'entrée d'un membre influent de l'ANC, ce qui a posé pas mal de polémiques. Le militant a été exclu. Alors, à quoi peut cette stratégie-là de déboucher, si on peut dire ainsi, des candidats d'autres partis, d'autres formations qui ne sont pas forcément dans l'idéologie de l'UNIR? Moi, je voudrais dire 3 choses à ce niveau-là. La première chose, c'est comme j'ai écouté Mme Dogbe dire le président de la République veut dépasser les clivages. C'est faux. C'est faux. Le président de la République, c'est sa nature. Je ne sais pas si vous le suivez.
Attendez, vous êtes mon doyen. Faure Gnassingbé, vous le connaissez mieux que moi. Comment? Parce que quand on vous suivait, quand on vous suivait, nous on était en couple mère. C'est pas une bonne raison, hein? Oui, allez-y. Donc, ce que je veux essayer de démontrer, c'est quoi? C'est qu'en réalité, le président de la République, c'est sa nature. Tout d'abord, il est venu, il a fait, c'est comme, il connaissait, il a eu une certaine expérience par rapport à la gestion de son père. Et il a compris qu'en réalité, il y avait un certain clivage. Qu'il y avait clivage gauche-droite, quelque sorte, qu'il y avait une opposition qui était tellement radicale, et son père de l'autre côté. Et il a remarqué peut-être que, je peux me tromper, c'est ma manière de l'analyser. Et il a remarqué que ça n'a pas trop aidé le pays. Ça n'a pas trop aidé le pays. Alors, quand il est venu, il se dit non, en réalité, il faut rassembler tout le monde. La première chose qu'il a eu à faire, c'est, vous vous rappelez, en 2005, il a fait un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire qu'il a pris dans presque tous les partis. Et un an après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'accord politique global. Ben, au niveau de l'accord politique global, dans ce gouvernement-là, on a eu qui? On a eu Agbouibo, qui était Premier ministre. Vous vous rappelez, il y a Premier ministre, il y a les gens, des membres du CA dans le gouvernement. Il y avait un certain Ama Gnassingbé, vous vous rappelez très bien. Il y avait un certain Ama Gnassingbé. Il y avait aussi le parti du professeur Onu. Donc, il a commencé... Le militant de la CDPA. Hein, le de la CDPA, le professeur Ninevi. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, il veut dépasser les clivages. Donc, c'est sa nature. Donc, là, c'était une question de gouvernement d'union. Hein. Oui. En fait, c'est la nature. Oui, c'est sa nature, au fait, qu'il essaie de faire montrer, de montrer pour dire qu'en réalité, moi, je ne suis pas dans l'esprit de clivage. Je suis là, si vous êtes Togolais et que vous pouvez servir, alors je vous fais appel. Donc, 2007, et c'est moi, on est allé jusqu'en 2010. Faure Gnassingbé, mais quand il vient comme ça, lui, il détruit les mythes. Le grand mythe qu'il a détruit, c'est le mythe Jésus-Christ Olympio. Donc c'est l'opposé catégorique de son père. Bon, c'est pas le message que je veux dire. Le général Léa demande, lui, construit des mythes. Faure Gnassingbé, lui, il est détruit. Je reprends. Le général Gnassingbé, lui, construit des mythes. Exemple, le mythe Jésus-Christ Olympio. Opposant charismatique, légendaire, avec tous les qualificatifs. Mais la Faure Gnassingbé, lui, n'est pas dans cette dynamique. Il a signé un accord. Il a signé un accord en 2010. Il signe un accord qui tue le mythe Jésus-Christ Olympio. On a poussé grands opposants avec Faure Gnassingbé. Sauf Faure Gnassingbé, lui, il ne veut pas de mythe. Moi, c'est ma manière de lire l'homme. Donc, lui ne veut pas de mythe. Il ne veut pas d'homme tout puissant, trop fort, parce que ça lui crée des problèmes. En termes de stabilité, quand vous êtes tout opposant historique, tout ça, là, ça rassemble les gens. Et regardez, en 2012, on est passé à unir. Moi, je n'appelle pas unir un parti politique. C'est comme c'est un mouvement, le mouvement En Marche que nous avons. Et regardez, et quand vous voyez unir, paix à son âme, Georges Aïdam vient de mourir. Le vice-président de UNIA à l'époque en 2012, c'était Georges Aïdam. Un gars du cas. C'est à moi que je me trompe. Maintenant, regardez, dans UNIR, on a pris un peu partout. Pour faire unir, c'est un mouvement. Donc, quand dans un pays où vous avez un chef d'État qui a un mouvement, c'est la manière de l'appeler, qui a un mouvement, mais sachez une chose, la gauche et la droite vont disparaître. C'est ce que nous avons en France. Emmanuel Macron, quand il est arrivé, c'est Emmanuel Macron qui a détruit la gauche et la droite avec son mouvement En Marche. Il a détruit, maintenant la gauche s'est fragilisée, le PS, non, la gauche avec le PS, fragilisé, la droite s'est fragilisée. C'est ce qui fait que le RN est en train de monter. Nous avons Faure Gnassingbé. Ici, on n'a pas une troisième force comme RN pour monter. Ici, c'est la droite et la gauche, c'est-à-dire le pouvoir et l'opposition radicale. Maintenant, lui vient, il crée un mouvement pour absorber tout le monde. Et c'est ça, moi, j'appelle unir. Donc, unir rassemble tout le monde. Ça ne m'étonne pas. Les résultats de unir, dans les résultats de unir, mais les anciens opposants ont voté unir. Ceux-là même, regardez la composition du gouvernement. Regardez, depuis un certain nombre d'années, ceux qui composent le gouvernement, ce sont des anciens opposants. Des gens qui ont critiqué Faure Gnassingbé peut-être en France, des gens qui ont critiqué Faure Gnassingbé peut-être au Canada, des gens qui ont critiqué Faure Gnassingbé dans les pays occidentaux, en Afrique, qui font partie aujourd'hui des gouvernements de Faure Gnassingbé. Ils rassemblent tout le monde, ils détruisent la gauche, ils détruisent la droite. Maintenant, pour revenir, c'est la deuxième chose, la troisième chose, avec le cas Gomado. Étant dans cette dynamique, si Faure Gnassingbé se dit, on a fait ça avec l'UFC, mais aussi dans l'ANC.
on trouve une certaine compétence, pourquoi ne pas l'apprendre? Moi, je voudrais m'appesantir un peu sur ça. Gomado, Kwame Gomado. Gomado, oui. Moi, je l'ai connu en 2019. Ça fait 5 ans que je l'ai connu. Et je l'ai connu à Scan Togo, à Tabligo. C'était ma première fois de découvrir ce homme. Mais j'ai découvert une brillance. C'est-à-dire, il nous faisait un exposé sur quand on... Il est dans son domaine technique. Mais il nous faisait un exposé. Je me dis, mais celui-là, c'est un Togolais. Il y avait un blanc à l'époque. Et ce blanc-là, je ne sais pas de quelle origine il est, mais qui me parlait de lui, il est bon. C'est un homme brillant. Et donc, un homme brillant. Et depuis qu'il est venu, qu'il est aussi à la tête de la commune Golfe 1, vous voyez tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il apporte à cette commune. Et quand il est un peu flatté par cet talent, quand il se dit, mais ce monsieur, regardez, on lui a donné un pan de pouvoir, le peuple lui a donné un pan de pouvoir, mais... Il exerce bien. Il exerce bien. Alors, on va élargir un peu sa localité. De bain, on lui confie tout le territoire par rapport à son domaine. Il est dans son domaine. Aménagement du territoire. Oui. C'est un technicien de ce domaine-là. Donc, pourquoi ne pas lui confier Pourquoi ne pas discuter avec l'ANSEE directement? Bon, j'ai trouvé en votre sein une compétence, mais passez-la moi plutôt que sa consultation. On va directement à l'intéresser. Vous savez, Faure Gnassingbé, c'est un chef d'État, mais aussi c'est un politicien. Le politicien, il a quelque chose. Lorsqu'il trouve un moyen, il fragilise toutes les forces qui peuvent le causer des soucis. Et c'est que quand il va aller au niveau de l'ANC, c'est la forme, ça va être bien respecté et tout ça. Mais ce qu'il peut faire pour fragiliser davantage, c'est ma manière de l'interpréter, pour fragiliser davantage l'ANC, c'est quoi? C'est de créer des problèmes entre les deux, c'est-à-dire l'intéressé même et le parti. Oui. Et donc il veut dire l'intéressé, c'est-à-dire là vous comprenez que c'est un rassembleur. Il ne prend pas, il n'appelle pas l'intéressé comme un membre de l'UFC, de l'ANC. Pardon, oui. Mais comme un Togolais. Oui. Un Gomado, hein? Un Gomado. Technicien. Peut-être, ici, considérer Gomado comme un membre de l'ANC, peut-être il aurait respecté toute la politesse politique, en disant, en adressant peut-être un courrier à l'ANC, et par le biais du président national de l'ANC, toucher Gomado. Mais il se dit, moi, je n'ai pas besoin peut-être de toutes ces formalités politiques, ce dont j'ai besoin d'un Togolais. Et c'est que cette décision a une portée politique. C'est que ça crée un problème entre Gomado et son parti politique. Et ça, lui, ça l'amuse. Oui. Lui, ça l'amuse et c'est à son avantage. Ça l'arrange. Quand autant l'ANC se fragilise, autant UNI monte. C'est ça. Autant tous les autres partis politiques de l'opposition se fragilisent, autant UNI monte. Parce qu'aujourd'hui, on voit tous ces maris, même tous ceux-là qui quittent l'opposition traditionnelle pour rentrer dans UNI. Ça l'arrange, ça lui permet d'avoir une certaine légitimité. Ça lui permet d'avoir une certaine légitimité, une certaine assise. Il se dit, j'ai presque tous les Togolais qui m'adorent. Et comme on a l'habitude de le dire, ou comme je suis en train de le dire depuis 2019, le peuple togolais, démocratiquement, est en train de retourner au système de parti unique. Avant, on nous avait imposé un système de parti unique. Aujourd'hui, ce sont les Togolais eux-mêmes qui choisissent démocratiquement ce système de parti unique. Et l'ANC n'a pas hésité à renvoyer, à exclure de serre le ministre Gomado. Vous êtes surpris? Oui, tout naturellement, oui. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Oui. Il perd un membre. Vous savez, l'ANC, j'ai eu l'impression, ce que je vais dire, peut-être c'est pas méchant, mais c'est ma manière de voir les choses. L'ANC a dépassé, j'ai compris à un moment donné que l'ANC a dépassé cette politique de développement. C'est-à-dire contribuer au développement du Togo. L'ANC veut juste faire de la politique. Elle dit, et c'est que ça ne marchera pas. Elle a gardé sa stratégie. L'UFC est arrivé à un moment donné, a dit non, il faut qu'on dépasse ce radicalisme, cette idéologie, cette pratique. Donc l'ANC, elle dit non, moi, je ne veux pas finir comme l'UFC. On demeure radical jusqu'à la fin. Même si cela peut nous coûter des choses extraordinaires, on demeure radical jusqu'à la fin. C'est un choix politique. C'est un choix politique. On le respecte. Donc, même si cela leur coûte des choses, même si il y a beaucoup de désertion au niveau de ce parti, il y a beaucoup qui quittent le parti, mais en réalité, on devait amener l'ANC à se dire non, il faut qu'on rende un peu plus souple notre manière de voir les choses. Mais l'ANC sait qu'en réalité, quand il fait ça là, peut-être elle va finir comme l'UFC. Le danger, c'est quoi? C'est que le monde est en train d'évoluer.
cette politique de radicalisme ne marche plus. Vous savez, dans les années 90, au XXe siècle, la FIDH, quand on vous arrête, quand on vous met en prison, lorsque la FIDH sortait des communiqués, ça faisait trembler les régimes. Ça faisait trembler. Lorsque les Reporters sans frontières intervenaient face à des situations d'injustice par rapport aux journalistes, ça faisait trembler les dirigeants ou des régimes. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, ça ne dit plus rien à personne. Ça ne dit plus rien à personne. Ça veut dire votre radicalisme. Un recul des droits de l'homme, hein, ou bien? Non, c'est comme les chefs d'État ont compris que ces déclarations ne sont que des déclarations. Que ceux qui font sans effet, que c'est-à-dire vous leur donnez 2 semaines, écrit, puis c'est fini. Ils n'ont pas d'armes, c'est-à-dire les porteurs de ces déclarations n'ont pas d'armes, n'ont aucune mesure coercitive, ne peuvent rien imposer. Donc, quand on est chef d'État, on l'assume. Quoi que vous puissiez dire, moi je suis chef d'État. Donc ils ont compris, finalement, au départ, ça faisait trembler la démocratie, tout ça. Mais on s'est dit, mais aujourd'hui, on peut se dire, on peut passer de la démocratie pour aller à la dictature. L'intérêt, la meilleure des choses, c'est d'avoir de bons partenaires, c'est d'arriver à s'imposer à l'international, de montrer aux partenaires étrangers que vous avez besoin de nous. Si on arrive à réussir ça, on s'en fout. C'est ce que vous allez le voir dans la dynamique de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, il se dit, mais aujourd'hui, tout le monde a besoin de moi au niveau du Sahel. Tout le monde a besoin de moi. Je fais déjà presque 20 ans au pouvoir. Les gens ont besoin de moi, l'international, les Américains ont besoin de moi. Les Chinois ont besoin de moi. Les Français ont besoin de moi. Les Maliens, les Sahéliens, tout le monde a besoin de moi. Donc, si vous voulez manifester au niveau de la Constitution, tout ça, les Chinois n'ont rien à voir avec la Constitution. Les Américains, encore moins. Les Français, ils ne sont pas les meilleurs exemples. Les Sahéliens ne sont pas les meilleurs exemples non plus. Donc, ce qu'on fait, donc moi je garde ma Constitution et je passe. Donc, vous pouvez faire des déclarations. Le radicalisme aujourd'hui, ça ne paie plus. Ça ne paie plus. Parce que, et puis, c'est que les gens sont fatigués aussi au Togo par rapport au contexte togolais. Il y a des gens qui ont expérimenté, des gens qui sont morts. Des gens qui ont souffert à cause de ce radicalisme, à cause de ce antagonisme sérieux. Des gens ont dit, mais on a tout donné à ce pays-là. On a été radical pendant des années. On n'a pu rien obtenir. Pourquoi être toujours radical? C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui ont choisi la voie la plus modérée, où les gens se sont dit, bon, on fait avec une pouvoir. C'est ça, donc le radicalisme, ça ne va rien donner. Donc, la décision des membres de l'ANC, ça ne m'a pas surpris, sauf que l'ANC aurait été aussi sage. Si elle voulait faire de la politique, elle pouvait facilement négocier avec Gomado, en faisant appel à Gomado. Monsieur le ministre, aujourd'hui vous êtes ministre, vous êtes fils du pays, bravo, félicitations, mais ne rentrez pas dans une ligne. Votre place là vous sera toujours réservée. Lorsque vous sortirez du gouvernement, revenez ici. Revenez. Regardez, ce que Gomado fait n'est rien de mauvais. Je pense que l'ANC se trompe. Golf 4, c'est l'ANC, c'est Jean-Pierre Fabre. Je ne me trompe pas. Mais Jean-Pierre Fabre, c'est un membre du gouvernement, est-ce que vous le savez? Indirectement. De façon indirecte. Oui. Il est de l'exécutif togolais. Il est soumis au budget du gouvernement. Il est sous le ministère de l'administration territoriale. C'est ça. Donc, lui est indirectement dans le gouvernement. Gomado l'est directement. Gomado l'est directement. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut reprocher? C'est ça. Donc la meilleure des choses aurait été qu'il démissionne de sa mairie, de sa commune, pour dire, oui, je ne suis plus. Je ne veux rien avoir avec le gouvernement togolais. C'est ça. Je ne veux rien avoir avec le budget du gouvernement togolais. Donc moi, je suis président de l'ANC, un point, un trait. Du moment où vous êtes maire et que aux prochaines élections, vous allez encore peut-être vous présenter, alors qu'est-ce que vous reprochez à Gomado? Gomado n'est pas différent du ministre de l'administration territoriale. Or, vous traitez directement avec le ministre de l'administration territoriale. C'est lui qui signe tous vos papiers, c'est lui qui vous appelle à des réunions pas possibles. Donc, je pense que c'est une question de culture aussi, culture politique. Et il faut, lorsque vous arrivez à avoir une culture politique, il y a des gens, moi, je pense que pendant longtemps, ils n'ont pas compris que le monde était en train d'évoluer, que 1990 est différent de 2024. Et des gens n'ont pas compris qu'avec le radicalisme, il y a beaucoup qui les ont quittés. Il y a beaucoup qui leur reprochent un certain nombre de choses. Ils veulent être dans cet esprit de radicalisme jusqu'à la fin. En tout cas, c'est leur choix politique et ils doivent l'assumer aussi. Et on enchaîne avec les autres formations politiques qui sont dans la turbulence. On a vu ce qui s'est passé au CAR.
là, à la DMK, surtout après la mort d'Agbeome, n'est-ce pas, le MPDD, c'est ça, le MPDD, n'est-ce pas, qui veut, n'est-ce pas, revenir, hein, en tout cas, qui pense à une politique de conciliation et même pour la 5e République. Alors, on voit un peu comment ça se passe. Il y a de l'agitation au sein des formations politiques dans l'ensemble. Oui, il y a des agitations, mais vous savez, au niveau du cas, on peut dire oui, que le cas Agbeome n'a pas aidé. Agbeome n'a pas aidé. Regardez, quoi que vous puissiez, vous savez, moi je reproche des choses au pouvoir en place. Mais sur le plan politique, je ne les critique pas. Sur le plan de la gouvernance, comment je les critique. Parce que sur le plan politique, lorsque vous avez le pouvoir, vous le gardez. Vous mettez en place, lorsque vous cherchez des moyens pour le garder. C'est ça le pouvoir. Regardez, le général Eyadema est mort. Ça fait déjà presque 20 ans. Mais le système est là. Il est encore plus puissant que le général Eyadema. Ça veut dire, derrière Eyadema, il y a encore ce qu'il a construit. Il a construit tout un système. Lorsqu'on est dans les partis politiques, il faut éviter de baser les systèmes de partis politiques sur des individus. Agbeome n'a pas aidé à construire une relève. La preuve, il est parti, il est revenu. Et donc, il est parti maintenant, c'est-à-dire il n'y a plus d'idéologie à Agbeome, on ne sait plus à quel sens se vouer. Il y a des gens qui ont fait le parti sans avoir été convaincus de l'idéologie d'Agbeome. Parce qu'au lendemain, des gens se sont dit, bon, c'est moi qu'on va prendre comme président du parti parce que je suis très bien avec peut-être la femme de Agbeome, peut-être je suis très bien avec la famille, peut-être je suis très bien avec l'oncle d'Agbeome. Donc, des gens ont vécu comme ça. Est-ce qui fait que nos partis politiques sont fragiles? Il y avait un impact biologique. Et l'impact biologique était très important. Oui. Au niveau du système, il y a l'impact. Le président de la République, c'est Faure Gnassingbé. Les enfants de Eyadema, vous les trouvez où encore? Mais c'est tous les Togolais qui sont là. Ça veut dire qu'il y a une ligne directrice. Ça veut dire que l'individu en réalité n'est rien. Dans les systèmes comme ça, l'individu en réalité n'est rien. C'est le système qui est puissant. C'est-à-dire, vous, on vous dégomme aujourd'hui, le système continue de fonctionner. D'avancer, oui. Donc, mais au niveau des partis politiques, ce n'est pas ça. Donc, Agbeome, qui décède, mais le parti est fragilisé. Ça veut dire c'est lui qui était le parti. Ce qui n'est pas bien. C'est la même chose qu'on voit. Mais il y a un parti qui tient aussi, dont je parle souvent, c'est la CDPA. La CDPA, quoi qu'on puisse reprocher la CDPA a tenu. Nineveh est parti tranquillement. Discrètement. Madame Adjamagbo. Après la relève. Après la relève, et ça fonctionne. Il n'y a pas eu de souci. Ça veut dire qu'en réalité, ceux-là étaient véritablement convaincus de l'idéal démocratique qu'ils défendaient. Mais est-ce qu'au niveau de l'ANC, on est véritablement convaincu au niveau de l'idéal démocratique? Est-ce qu'on a un idéal? Au niveau du CAR, est-ce qu'on a un idéal? Au niveau des autres partis politiques, est-ce qu'on a un idéal? Regardez par exemple ce qui se passe au niveau de MPDD. La DMK, c'était un foutu. C'est-à-dire, Agbeome Kodjo, il savait que c'était lui et Monseigneur Kwadwo. Les deux se manipulaient, paix à leur âme. Les deux se manipulaient. Mais les autres qui les suivaient ne comprenaient pratiquement rien. Je me demande si c'était le vieux qui manipulait plus ou c'était le jeune qui manipulait beaucoup plus. Maintenant, Agbeome Kodjo est parti. Ce qui a suivi après, vous comprenez tout de suite qu'il y avait des gens au niveau des membres du MPD qui n'étaient pas d'accord avec la position d'Agbeome Kodjo. Et quand ils sont de la DMK, oui, au sein de la DMK. Et donc, quand le gars, l'autre là, a démissionné, bon, peut-être ça fait plaisir à un PDD. Et il démissionne. C'était lui le patron, non, le patron de la DMK. Paul, c'est ça, non? Paul Ambisak-Beton. Bon, moi, ça m'a fait sourire. Il démissionne. La DMK peut-être va mourir, ne va plus trop peser. Mais le MPDD, vous savez, le MPDD, c'est quoi? C'est une branche du RPT. Oui. C'est une révélation que vous faites? Non. Regardez au sein du MPDD. Mais Agbeome, c'est un RPT. Agbeome Kodjo, c'est un RPT. Un ancien RPT. Oui, on peut l'appeler comme ça. Agbeome Kodjo, moi je trouve Agbeome Kodjo, il n'est pas uni, mais Agbeome Kodjo, c'est un RPT dans le sang. Il n'a jamais été contre le RPT. Donc en fait, c'est une production, le RPT, c'est une production du RPT. C'est une production du RPT. Donc, que leur position ne vous surprenne. Donc, c'est leur maison. Retour au bercail. Donc, ils sont opposants, mais c'est le même sang qui les unit. C'est le même sang. Le MPDD et tous ceux-là qui le composent, c'est le RPT. Donc, c'est le même sang. Ils sont bien avec Faure Gnassingbé. Ils sont bien avec le parti au pouvoir. Donc, avec la méthode d'Agbeome Kodjo, c'est quoi? C'est l'ouverture.
C'est la politique, c'est le pragmatisme. Et je pense que le MPDD aussi va faire comme ça. C'est pour cela qu'en réalité, vous allez voir qu'au niveau du MPDD, il n'y a pas de problème. DMK, au sein de la DMK, c'est ça la dynamique. Oui. Au sein de la DMK, il y a un souci. Parce que c'est des gens avec différentes idéologies, des gens qui n'ont pas trop... qui sont venus d'un peu partout et qui n'ont pas grande vision en fait. La seule vision c'était Agbomey Kodjo. Maintenant après, au niveau de MPDD, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des soucis? Il n'y a pas de soucis. Parce que c'est le système RPT au fait. C'est une partie du RPT. Dans ce système-là, du moment où c'est la même idéologie, c'est un enfant, l'MPD c'est un enfant du RPT, et que ceux qui sont au pouvoir sont RPT unis, donc ils vont bien s'entendre, ils vont bien se comprendre, il n'y aura ni problème au sein du MPDD, encore moins au niveau de la relation qui unit le MPDD au système RPT uni au pouvoir. Alors si c'était vrai, comment expliquer cette tension qui avait existé entre les deux, famille, à la présidentielle de 2020? Qu'est-ce qui a conduit Agbomey en exil? Non, au fait, c'est que Agbomey Kodjo, c'est-à-dire, le problème d'Agbomey Kodjo, je pense que spirituellement, les gens l'ont trompé. Le problème de Agbomey Kodjo, c'était tout d'abord, peut-être il était très pressé, et peut-être il s'est laissé manipuler par les hommes spirituels. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Et moi, ça me fait tellement mal, parce que quand vous discutez avec Agbomey Kodjo, nous on est jeunes, mais quand on a entendu parler de lui, mais la première fois que moi j'ai rencontré Agbomey Kodjo, mais c'est un homme impressionnant. Agbomey Kodjo, c'est un homme impressionnant. Et moi, ça me fait tellement mal que ce soit laissé manipuler par les hommes spirituels. Peut-être au départ, peut-être avant 2002, les gens lui ont dit spirituellement qu'il va devenir président de la République. C'est lui qui allait succéder à Yaya Dema. Il a cru que c'est comme ça. Il a cru peut-être c'est le spirituel qui l'a même fait partir. Et maintenant, en 2020 aussi, il y a des prophètes qui lui auraient dit c'est toi qui vas succéder à que c'est à toi, c'est toi le défunt. Donc vous dites des choses comme ça et vous croyez, c'est ça. En fait, donc, quand moi je suis au pouvoir, et que vous faites des choses comme ça, peut-être je vous propose des choses, c'est une manière de parler, je vous propose des choses, faites ceci, faites cela. Et si vous ne voulez pas le faire, donc je vais me mettre dans la posture de politicien. Et je vais vous soumettre à des règles politiques. C'est ce qui est arrivé. Peut-être, regardez comment Agbomey Kodjo a pu avoir des députés à l'Assemblée nationale en 2018. Oui, c'est en 2018, comment il a pu. Et il a bien gagné. C'est la question que je me pose. Ils sont toujours bien. Moi, je pense que Faure Gnassingbé et Agbomey Kodjo ont toujours été bien. Parce que c'est, entre-temps, Agbomey Kodjo était le patron de Faure Gnassingbé à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé qui est le patron qui était le patron d'Agbomey Kodjo. Mais les deux ne pouvaient que bien s'entendre. N'oubliez pas, non plus, Agbomey Kodjo a été président de l'Assemblée nationale, Premier ministre. Entre lui et Faure Gnassingbé, il y avait une très bonne relation. Parce que je me rappelle que lorsque Faure Gnassingbé faisait certains déplacements, on voyait Agbomey Kodjo sur des photos dont les gens étaient bien. Mais c'est parce qu'en tout cas, c'est passé en 2020. Moi, je me dis que peut-être Agbomey Kodjo aurait été sérieusement manipulé par les hommes spirituels qui leur disent 2020 c'est toi, 2020 c'est toi. Et aussi, il y avait le prélat, 2020 c'est toi. Donc, quand vous dites des choses comme ça, et quand vous dites des choses comme ça, et que moi je suis au pouvoir, moi je vais vous laisser venir prendre mon pouvoir. Mais ce n'est pas le pouvoir n'est pas un jeu. Très bien. Alors, dernier sujet au plan national, c'est la menace djihadiste qui est une réalité. Vraiment, cette semaine encore, on a parlé des assauts dans le nord du pays. C'est compliqué. Vous savez ce que nous sommes en train de vivre au nord, peut-être on en a encore pour longtemps. Parce que lorsque ces genres de situations surviennent, il faut beaucoup d'années. Nous ne sommes pas la France, encore moins les États-Unis. Avec les grands moyens. Avec les grands moyens. Aujourd'hui, les Français, ils déjouent des attaques. On ne le dit pas, mais ils déjouent des attaques. Mais ce qu'ils font aussi, c'est quoi? Ils arrivent à ficher. Ils fichent des gens qui sortent et qui reviennent. Entre-temps, lorsque l'État islamique était au niveau de la Syrie, on rappelle que l'État islamique occupait 45% du territoire syrien. Si les gens peuvent se le rappeler. Et l'État islamique exploitait l'or, le blé, le maïs et autres, et payait chèrement les gens, ils faisaient des recrutements. Enfin, donc, tous les Français... On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Il n'y a pas d'occupation de terrain. On n'a pas encore ça. On n'est pas encore, peut-être avec la grâce de Dieu, on ne libérait pas là. Donc, mais ce qui s'est passé et qui a fragilisé l'État islamique, c'est leur attentat de la France de février et de novembre, du 13 novembre. Donc les Français se sont dit, mais c'est de la blague. Pendant tout ce temps-là, ils ont commencé pas ficher les gens, pas ficher les jeunes. Parce que la plupart de ceux qui ont perpétré ces attaques-là venaient de la Syrie. Ou on avait suivi des formations au niveau de la Syrie. Ils avaient suivi ces formations-là. Et maintenant, les Français ont investi suffisamment dans les renseignements pour ficher ces jeunes, pour les suivre et installer des caméras partout. Donc aujourd'hui, il est difficile. Bon, peut-être les attaques qu'on peut avoir, c'est couteaux et tout ça, mais
préparer des attaques, ça va être difficile en France. Encore moins aux États-Unis, vous voyez, le 11 septembre, on l'a eu, mais il serait difficile d'avoir encore les leçons. Oui. Ils en ont tiré les leçons. Il serait encore très difficile d'avoir encore le 11 septembre aux États-Unis. Mais ici, en Afrique, c'est un peu plus compliqué. Au niveau du Togo, moi, je pense aussi qu'on ne nous aime pas trop. On ne nous aime pas, surtout par rapport à certaines de nos positions. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Vous savez, moi, pour conclure à ce niveau, les attaques terroristes ou le terrorisme, c'est une fabrication occidentale. Tout comme la démocratie. On le dit toujours. Hein. Oui, c'est une fabrication occidentale. Si vous embêtez un peu, on vous envoie le terrorisme. Si vous embêtez un peu, on vous envoie le terrorisme. Entre-temps, Talon, pourquoi Talon s'est rangé? Entre-temps, il embêtait, lors de son premier mandat, il embêtait, il disait non. Il embêtait un guillemets. Il embêtait un peu, il dit non, que le multilatéralisme, là, lui. Mais lorsqu'il a commencé par avoir des attaques au nord du Bénin, il s'est rangé tout de suite. Et quand on parle de musée, tout ça, là, il a commencé. Quand on parle comment l'art, comment le Burkina béninois, comment on l'appelle? Oui. Les objets d'art. Les objets d'art, quand c'est pas les objets d'art, ils ne sont pas allés tout récupérer. Ils ont juste, on a juste donné quelques-uns. Il n'a pas voulu tout récupérer. Et puis c'est tu. Donc quand vous embêtez un peu sur le plan terroriste, vous embêtez un peu, on vous envoie le terrorisme. Vous gênez leur intérêt, oui. Vous gênez un peu leurs intérêts. Et aussi, à ce niveau, il ne faut pas se tromper. Nous ne pouvons pas mettre fin au terrorisme. Les Africains ne peuvent pas mettre. Ce n'est pas une manière de... Ce n'est pas du pessimisme, en fait. Oui. Moi, je suis réaliste. Le jour où les Occidentaux décideront de la fin du terrorisme en Afrique, ça, ce sera. On aura la fin du terrorisme. Mais pour le moment, ce que nous pouvons demander, c'est la grâce de Dieu. C'est Yag qui dit que c'est Dieu qui assure la sécurité. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous pouvons éviter ces attaques si nous investissons beaucoup dans la lutte contre la pauvreté et si nous investissons beaucoup aussi dans le renseignement. Là, nous pouvons déjouer un certain nombre d'attaques. C'est cela. Bien, merci. Le temps court très vite et on va rapidement aller au Sénégal. Hein. Oui. Et jeudi dernier, le président Diomaye Faye a prononcé sur la dissolution de l'Assemblée. Est-ce qu'il n'a pas tardé à le faire? Oui, peut-être il a tardé. Vous savez, il y a deux choses. Oui. Ils sont en train de subir le duo Sonko, Diomaye Faye est en train de subir Macky Sall. Oui. Et il va subir Macky Sall jusqu'à la fin de ce premier mandat. Pourquoi? Ce qui se passe, la conséquence, ou ce que nous sommes en train de vivre, cette dissolution-là, ça, la source, c'est 2019. Macky Sall a fait modifier la Constitution, où il a adopté une nouvelle Constitution en 2019. Et dans cette nouvelle Constitution, c'était le régime présidentiel. Et donc, il n'avait plus le poste de Premier ministre. Oui. Il n'avait plus cette histoire relative, cette disposition relative à la déclaration de politique générale. C'est ça. Mais vers la fin de son mandat, il s'est rendu compte qu'en réalité, il avait besoin d'un Premier ministre. Donc c'est là qu'il a fait venir Amadou Ba. Donc il fait venir Amadou Ba comme il est Premier ministre. Dans une tradition républicaine, le Premier ministre fait quoi? Il fait sa déclaration de politique générale, même si la disposition était occultée dans les dispositions, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc il a fait et puis il est parti. Mais le nouveau gouvernement est arrivé avec sous Sonko. Qu'est-ce qui se passe? Les députés demandent à Sonko de venir faire sa déclaration de politique générale. Sonko dit non. Il n'y a aucun texte dans le règlement intérieur qui parle de la présentation de déclaration de politique générale. Les députés disent non, viens faire. C'est une tradition républicaine. C'est comme ça s'était comporté Amadou Ba. Sonko dit non, parce que Sonko aussi, il a peur. Il s'est dit que, parce que majoritairement, l'Assemblée nationale sont les députés de Macky Sall. Il s'est dit, bon, lorsque je vais aller et que les gens ne vont pas m'accorder leur confiance, donc ça veut dire, je vais démissionner. On vient de prendre le pouvoir c'est doux. C'est ça. Donc, il faut pas démissionner si tôt. Et puis, on lui dit, viens, il dit non. Ok, les députés Macky Sall ont dit, ok, envoyez tous vos projets, on les bloque. Envoyez toutes vos initiatives de révision, on les bloque. Donc on bloque tous les projets, donc ça ne leur permet pas d'avancer. C'est ça. Il n'avance pas du tout. Donc le président dit, il a écrit au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, tu peux dissoudre l'Assemblée. C'est légal. Donc il a dissous l'Assemblée nationale. Mais là, la question fondamentale de savoir, c'est les conséquences de cette dissolution. Nous ne sommes plus en mars.
Ah oui, le temps a passé. Hein? Le temps a passé. Est-ce que la dynamique reste encore intacte? Est-ce que la dynamique reste encore intacte? Ou du Mao encore? Le duo est en train de décevoir déjà. Déjà, oui. Déjà, sur le plan interne, toutes les promesses, la plupart des promesses ne sont pas encore réalisées. Par rapport à la vie chère, il avait promis la baisse considérable des prix des produits de première nécessité. Alors, la baisse qu'il a eu à faire, elle était très minime. Les Sénégalais ne sont pas contents. Il avait dit, je vais faire des appels d'offres par rapport à la nomination de certains directeurs de société. Il a fait, c'est lui-même qui a nommé directement. On s'est dit, monsieur, là, ce monsieur est en train de nous tromper. La deuxième chose, on est à l'international. Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que non, vous êtes panafricaniste. Oh, le premier voyage de président que tu fais, c'est Alassane Dramane Ouattara. On dit non, tu nous trahis. C'est suspect. C'est suspect. Après, tu es bien avec l'Union européenne. Tu es bien avec la France. Tu es 2 fois déjà en France. Monsieur, non, c'est la politique. Ce n'est pas une politique de rupture, mais c'est une politique de continuité sous les maquis. Donc, on n'est pas d'accord avec toi. L'autre chose aussi qui choque, c'est que tu ne soutiens pas fondamentalement les Sahéliens. Tu as un discours diplomatique dont les Sénégalais disent non, ceux-là ne sont pas des panafricanistes. Donc, vous voyez déjà qu'au niveau de la cote de popularité, ça va être très, très difficile. Ça va baisser. C'est un pari risqué. Hein? C'est un pari risqué. Donc, que Dieu les aide, parce que jusqu'en novembre, si la situation... 17 novembre. Hein? 17 novembre. Si la situation comme ça reste comme ça, bien sûr. Et si, il y a aussi une chose. Un pouvoir ne se partage pas. Ils sont ensemble. Il y a le président et le Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre ne serait pas en train de déranger déjà le président? Parce qu'en réalité, le plus élégant, vous savez, c'est Sonko. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire ombrage au président déjà? Il y a déjà ça aussi. Mais est-ce que dans ces conditions-là, est-ce que le pasteur peut avoir la majorité? Si le pasteur peut avoir la majorité, peut-être le président va reconduire Ousmane Sonko. Au cas où on n'arriverait pas à avoir la majorité, donc on va vivre ce que nous sommes en train de vivre en France actuellement. Oui. Où on aura une majorité relative, on aura assez de partis politiques. Alors le président va être obligé de faire une coalition pour pouvoir avoir un premier ministre et former le gouvernement. Et là, ce sera peut-être la première fin de Sonko sous l'ère du Diomaye Faye. Parce que si on ne reconduit pas Sonko, on va le mettre où? Parce qu'en réalité, le président, il se sent déjà dérangé par Ousmane Sonko. Vous savez, à la veille du décès de François Mitterrand, il fait appel à Edouard Balladur, Edouard Balladur pour lui demander, mais vous savez, Edouard Balladur était son premier ministre sous la cohabitation, et il demande à Edouard Balladur, monsieur Balladur, qu'est-ce que vous avez retenu de notre cohabitation? Edouard Balladur lui répond, le pouvoir ne se partage pas. Le pouvoir, ça ne se partage pas. Donc, Diomaye Faye, il sait que c'est lui qui est le président. Donc, il ne peut pas partager le pouvoir avec Ousmane Sonko, même si Ousmane Sonko était son mentor. C'est ça. Voilà pour le Sénégal. Et très rapidement, en France aussi, hein, vous voyez, c'est bizarre. Plusieurs mois après les élections anticipées, donc c'est récemment qu'on a eu un PM et puis un gouvernement. Vous savez, toutes les difficultés. Ça ressemble un peu à l'Afrique. Hein? Oui, ça ressemble. Macron, moi je dis, politiquement, il a tué, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a tué la France. C'est les conséquences de ces décisions que nous sommes en train de vivre. Et puis, l'expérience que je suis en train de voir, entre-temps, on avait dit que, oui, on a un président jeune, c'est bien d'avoir des premiers ministres, des présidents jeunes. La question est de savoir si cela a apporté des fruits véritablement. La gestion d'un État, ce n'est pas un jeu. C'est une question d'expérience. C'est Sarkozy qui a parlé de Macron entre-temps, lorsqu'il était ministre, qu'un ministre ne s'improvise pas. Un ministre, c'est toute une expérience, c'est toute une vie. On ne te nomme pas ministre parce que tu es jeune, tu as de l'argent. Macron est venu au pouvoir à 39 ans. La France est la 5e puissance du monde. Et vous voyez tout ce qu'il a commis comme gaffe en Afrique. Aujourd'hui, c'est le héros des Africains, parce que c'est lui qui nous a... Grâce à ces erreurs, les Africains sont en train de vivre un certain panafricanisme. Ils se sont retrouvés. Oh, cela est en train de lui côté sur le plan diplomatique. Donc, la jeunesse au niveau du pouvoir d'État, non, ce n'est pas encore permis. Moi, je pense parce que, regardez... Ce n'est pas une réduction, n'est-ce pas, de la force de la jeunesse? Non, regardez, la jeunesse, le pouvoir... Ce n'est pas un jeu d'enfant. Le pouvoir, c'est une certaine réflexion. Le pouvoir, c'est un certain pragmatisme. Le pouvoir, c'est un certain sacrifice. Vous voyez, c'est ça Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont en train de découvrir. Les réalités du pouvoir. Il faut assez d'années, parce que les jeunes n'ont pas assez d'expérience, et pour cela, ils se perdent maintenant. Parce que lorsque vous arrivez au pouvoir, on vous dit que c'est comme ça, ça va. Moi, je me rappelle toujours ce livre de François Hollande que j'ai écrit, que j'ai lu, pardon. Hollande qui dit, lorsque vous arrivez au palais de l'Élysée, il y a des gens qui viennent vous dire,
monsieur, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous pouvez faire. Vous n'avez pas droit, vous avez droit à poser ces questions, mais ces questions-là, ne les touchez pas, ne nous posez pas ce genre de questions. Ah bon? Bien sûr. Donc des gens plus forts que le président? Il y a des gens plus forts que le président. Lorsque vous arrivez au palais, il y a des gens qui sont plus forts. La deuxième chose, par exemple, moi je le dis au niveau de Barack Obama, par exemple, Barack Obama dit, moi je vais faire partie de Guantanamo. Mais quand il est arrivé au pouvoir, on lui a montré que l'armée est plus puissante que lui. L'armée est plus puissante que lui. La CIA était plus puissante que Kennedy. Donc les jeunes ne peuvent pas comprendre ça. Les jeunes croient que c'est comme ça se passe. Mais il y a des réalités beaucoup plus puissantes, des réalités beaucoup plus pragmatiques. Donc avec ce que Macron a fait, avec le temps que Macron a passé, moi je me rends compte maintenant que la jeunesse, il reste encore beaucoup de choses. N'est pas président celui qui est jeune. Il n'est pas président en réalité, ou il ne doit pas être président celui qui est jeune. La réponse, ou peut-être pour confirmer ce que je dis, pourquoi il abandonne Attal pour aller chercher Barnier de 73 ans? C'est ça. Peut-être. C'est les deux extrêmes. C'est les deux extrêmes. Macron, peut-être 46, 47 ans. Actuellement, oui. Actuellement, et Barnier plus de 70 ans. Donc, le petit-fils peut-être de Barnier, c'est Gabriel Attal. Oui. Il vient de succéder à son petit-fils. Macron a compris que le jeune n'arrive pas à tenir, que les défis auxquels fait face la France sont énormes et que ça dépasse la portée de la jeunesse. Qu'il faut un vieux, un ministre, un Barnier qui a été dans le méandre du système européen, qui a été plusieurs fois ministre en France, qui a fait 3 présidents, qui a fait Mitterrand, je pense, qui a fait 3 présidents, qui a assez d'expérience sur le monde, donc c'est lui qui peut gérer la situation maintenant. Et vous voyez toutes les conséquences qu'il est en train de faire, il dit, il a besoin de tout le monde, il est ouvert. Or, le jeune Attal lui parlait seulement, il a fait quelques mois, il croit que... Voilà. Vivement, on aura assez de temps pour en discuter encore, mais cette émission tire à sa fin. Oui, déjà on va passer les séquences réglementaires. Alors, donc, finalement, que dire de façon pour ramasser tout ce qu'on a dit, on n'a pas du Togo, on a parlé de l'Afrique, du Sénégal, de la France, il y a ce sommet Chine-Afrique qu'on n'a pas évoqué, il y a même la présidentielle américaine pour novembre prochain qu'on n'a pas évoqué. En résumé, que dire en tant qu'analyste? Non, ce que je peux dire, c'est qu'il faut arriver à faire la différence entre le pouvoir et le candidat au pouvoir. Lorsqu'on est candidat, on a ses réalités. Et lorsque vous accédez au pouvoir, vous avez aussi vos réalités. Donc, si on arrive qui ne sont pas forcément conciliables. Qui ne sont pas forcément conciliables. Lorsque vous arrivez au pouvoir, vous n'êtes plus le candidat. C'est comme quelqu'un qui me dit, lorsque tu es ami à quelqu'un et que du jour au lendemain devient président, tu n'es plus son ami. Non. Mais laisse-le te choisir pour ami. Et là, tu vas être ami du président. Donc, il faut qu'on arrive à céder à ce niveau de connaissance. Et lorsqu'on arrivera à ce niveau de connaissance, on pourrait véritablement comprendre les décisions des chefs d'État. Pour conclure, je comprends un peu la position de Faure Gnassingbé par rapport à la nouvelle constitution, parce que c'est un chef d'État. La première chose qu'il va faire, c'est de chercher à conserver son pouvoir, et la deuxième chose, c'est de chercher à satisfaire les intérêts des populations. Et sur ce point, moi, je lui demande la gouvernance que nous vivons, ce n'est pas encore ça. Il faut amener les Togolais à vivre un peu dans le rose. Les Togolais veulent quoi? Ils veulent s'assurer 3 repas par jour. Au niveau du système éducatif, les parents veulent avoir le minimum pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Au niveau de la santé, on veut avoir le minimum pour se soigner. Lorsqu'on tombe malade, qu'on va dans un hôpital public, qu'on ne demande pas d'où viens-tu ou qui, c'est-à-dire qui sont tes proches, qui t'ont amené, que les premiers soins te soient bien garantis. Et après, on pourrait dire, lorsque tu seras un peu à l'aise, on te dira, mais qui sont tes parents? Tu es avec qui? C'est-à-dire qu'on déploie assez de moyens dans le social, et je pense qu'à la fin, ou à la fin de la journée, les Togolais vont l'applaudir des 2 mains. Que Dieu bénisse le Togo. Merci. C'est sur ce mot d'espoir que se referme cette émission. Je rappelle que vous avez été mon invité, c'est vous, Firmin Tekoh Agbo, vous êtes journaliste, chroniqueur politique, vos analyses m'ont intéressé, et c'est un partage avec nos téléspectateurs. Et merci infiniment pour votre disponibilité. Je vous en prie, moi je peux dire que moi je suis juste honoré d'être invité par mon doyen. Donc merci beaucoup de cet honneur. Merci à la RTDS qui m'accorde aussi cet honneur. Merci. Merci à vous, mes téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de Rencontre et Échange. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve samedi prochain pour d'autres réflexions. Au revoir pendant ce temps. Prenez soin de vous et portez-vous bien. À très bientôt. Merci, Fiona.